Donc moi je vais traiter de la théorie de l'esprit. Pour faire cet exposé, je me suis basé sur trois articles. Un article de neurosciences pure, un article qui était un article publié par une équipe de neurologie pédiatrique, et un autre article qui était un article publié par un professeur de sciences de la communication. Bon, déjà ça illustre un peu les différents domaines qui peuvent être intéressés par la théorie de l'esprit, mais évidemment il y en a plein d'autres. Passez la dame. Moi aussi. Donc voilà, il y a 6 parties dans mon petit exposé. Déjà, on va voir ce que c'est que la théorie de l'esprit. Ensuite, on va voir comment elle fonctionne. Un petit peu de neuroanatomie, mais aussi les processus de son fonctionnement et les prérequis qui sont nécessaires au bon fonctionnement de cette théorie de l'esprit. Ensuite, on va voir comment on évalue en pratique, dans la vie quotidienne, la théorie de l'esprit d'un patient. On va voir le développement et l'évolution chez l'enfant, et puis on verra les différents stades. On verra aussi comment ça peut évoluer chez l'adulte, chez la personne âgée, les pathologies concernées, et quelques stratégies pour essayer de, en quelque sorte, rééduquer la théorie de l'esprit de quelqu'un qui a une théorie d'esprit défaillante. Donc déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme qui est assez récent, qui a été utilisé pour la première fois en 1978, je vous dirai à quelle occasion. Et contrairement à ce qu'on peut penser a priori, c'est pas une théorie psychologique, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui un jour a écrit la théorie de l'esprit comme étant la théorie de comment fonctionne un esprit humain. C'est plutôt quelque chose qu'on a tous, et c'est un ensemble de facultés. C'est-à-dire qu'on a tous ces facultés, elles diffèrent entre chaque personne, que ce soit pathologique ou non. On a une théorie d'esprit qui est plus ou moins performante. Voilà. C'est quelque chose qu'on a soi, on a sa théorie d'esprit. Et une façon de l'expliquer, c'est de dire que c'est l'ensemble des capacités mentales, c'est la capacité mentale d'inférer, c'est-à-dire d'inférer des états d'esprit mentaux à soi-même et à autrui. C'est-à-dire deviner, en quelque sorte, ce que pensent et ce que ressentent les autres. Une autre façon de le dire, c'est l'ensemble des fonctions cognitives, donc de l'intelligence, capables de méta-représentation. Une méta-représentation, c'est une représentation d'une représentation. Par exemple, Anna regarde par la fenêtre, elle sourit et elle pense à ses vacances. La représentation, c'est ses vacances. Et si moi, par exemple, je regarde Anna, et je la vois regarder par la fenêtre, et je me dis, probablement qu'elle pense à autre chose, peut-être à ses vacances. À ce moment-là, je me représente ce que se représente Anna, et c'est ça c'est une méta-représentation. Donc les représentations, on a de deux sortes. Il y a TOM, c'est pour Theory of Mind, donc théorie de l'esprit. Donc on sépare la théorie de l'esprit cognitive et la théorie de l'esprit affective. Ça a un sens parce qu'on verra après que au niveau neuroanatomique, c'est des fonctions qui sont séparées. La théorie de l'esprit cognitive, les représentations cognitives, c'est savoir ce que les autres pensent en termes de raisonnement, en termes d'intelligence, de quelque chose qu'on peut dire. La théorie de l'esprit affectif, c'est plutôt la capacité à inférer à l'autre des émotions, à partir de ses mimiques, ou à partir de certains de ses comportements. On peut savoir que la personne est triste, ou à l'inverse, la personne est en colère. Bref. Et il y a plusieurs niveaux. Il y a la théorie d'esprit de premier ordre, deuxième ordre, et ensuite on peut le décliner comme ça jusqu'à l'infini. Tout à l'heure je disais, Anna, elle se représente ses vacances. Moi je me représente, en la regardant, qu'elle se représente ses vacances.
c'est une méta-représentation de premier ordre. Mais si par exemple, Antoine me regarde, regardant Anna, qui regarde par la fenêtre, à ce moment-là, Antoine peut se représenter, que je me représente l'état d'esprit d'Anna, et je peux être par exemple vexé qu'elle ne suive pas mon exposé, et à ce moment-là, c'est une méta-représentation de deuxième ordre. Et alors une différence que j'ai trouvée importante à faire, c'est la différence entre la théorie de l'esprit et l'empathie. Parce qu'a priori, c'est des choses qui sont assez similaires. Ça intervient dans la relation aux autres. Mais l'empathie, c'est la capacité à partager les émotions de l'autre. Quand on a de l'empathie pour quelqu'un qui est triste, on est triste avec lui. Mais on peut très bien imaginer avoir une bonne théorie de l'esprit cognitive et affective. Par exemple, je suis un résultat d'examen, je vois quelqu'un qui est effondré parce que ses examens sont mauvais. À ce moment-là, je peux très bien savoir ce que la personne pense, comprendre ce qu'elle ressent. Ma théorie de l'esprit, alors, elle est tout à fait fonctionnelle, et avoir une empathie, c'est-à-dire n'avoir aucune empathie, peut-être même me réjouir que la personne ait des mauvais résultats. À ce moment-là, je n'ai pas d'empathie, alors que ma théorie de l'esprit, elle est tout à fait ok. Alors, maintenant qu'on a vu ce que c'était, en théorie, qu'est-ce que c'est qu'une bonne théorie de l'esprit ? Une bonne théorie de l'esprit, c'est d'abord connaître ses propres pensées et émotions. On imagine bien que c'est le prérequis pour pouvoir déduire celles d'autrui. Il faut savoir que les autres ont un esprit, que c'est pas juste des robots qui errent comme ça. Ce qui est d'ailleurs une question philosophique pour certains philosophes, de savoir si on ne vit pas dans un monde qui est rempli de personnes qui nous ressemblent mais qui en fait ne sont pas des êtres vivants. Mais ce n'est pas du tout la question. Donc, pour avoir une bonne théorie de l'esprit, il faut savoir que les autres ont un esprit. Il faut pouvoir déduire les pensées et les émotions des autres avec une précision raisonnable. Évidemment, c'est pas à 100% qu'on sait ce que pensent les autres, c'est pas la télépathie. Il faut savoir utiliser ces infos pour agir en société, c'est le but, et prendre le point de vue d'autrui, ça va avec. Alors, comment ça marche, la théorie de l'esprit ? Bon, très rapidement, neuroanatomie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça implique plusieurs régions du cerveau. Des régions du cerveau qui ont des fonctions qui sont a priori assez différentes. Le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qui est la plus évoluée chez l'homme. C'est ce qui nous distingue, c'est ce qui a le plus évolué depuis que l'homme descend de son ancêtre commun avec le primate. C'est ce qui fait qu'on pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à faire des théories justement. C'est ce qui nous permet de réfléchir, de mettre des mots sur les choses. Bref. Et là on voit bien que ce cortex préfrontal il est divisé en deux, et qu'une partie sert plus dans la théorie de l'esprit cognitive et l'autre affective, ce qui est un peu le corrélat de ce que je disais tout à l'heure, qu'on peut distinguer les deux. L'amygdale, ça fait partie, c'est une structure de cerveau qui fait partie à l'inverse du système limbique, c'est-à-dire le système des émotions. C'est un système qu'on a en commun avec d'autres animaux. C'est ce qui permet d'attribuer une valence émotionnelle aux choses. C'est-à-dire que si on voit un visage avec une expression d'effroi, alors l'amygdale va s'activer et nous dire que c'est de l'effroi et que c'est une émotion forte. Et le reste, on peut passer. Voilà, un schéma pour illustrer ça. Le cortex préfrontal en avant, c'est ce qui nous rend intelligents. Ici, système limbique avec l'amygdale, et puis le reste.
Alors voilà, les prérequis à la théorie de l'esprit. C'est les outils de base de la théorie de l'esprit. On a vu les zones du cerveau, ça c'est point de vue fonctionnel. Déjà le langage est indispensable, surtout pour la théorie de l'esprit épistémique, c'est-à-dire savoir ce que l'autre pense, savoir mettre des mots dessus, parce que sans mots il n'y a pas de théorie. La mémoire, pas tellement la mémoire autobiographique, celle qui nous permet de raconter notre enfance, mais plutôt une mémoire de travail. Une mémoire à court terme qui permet de mettre en regard différentes informations qu'on va capter dans l'environnement pour pouvoir ensuite en faire des déductions. Et justement, les fonctions exécutives qui sont... comment définir ça? C'est l'ensemble des fonctions qui permet de faire des opérations mentales d'un niveau élevé, je dirais. Donc la mémoire stocke les informations qu'on perçoit, et les fonctions exécutives, c'est ce qui permet de faire des déductions, et un peu comme un processeur d'ordinateur. Dans psychologie, d'accord. Ok, ça va. Deux processus dans la théorie de l'esprit. D'abord le décodage. En effet, c'est le moment où on prend les différents indices qu'on a dans notre environnement, qu'ils soient visuels, qu'ils soient auditifs, qu'on les intègre, et le raisonnement qui, à partir de ces indices collectés, nous permet de faire des déductions. Donc, on distingue les deux parce que le décodage, ce serait quelque chose de préconceptuel, c'est-à-dire d'automatique, c'est quelque chose qui se fait sans mettre des mots, ça implique pas forcément des fonctions cognitives très élevées, alors que le raisonnement, à l'inverse, plutôt oui. Alors, le développement et l'évolution. Développement chez l'enfant, évolution chez les vieux. C'est assez intéressant, je trouve, de savoir comment on peut passer d'une théorie de l'esprit bredouillante chez le nourrisson à quelque chose d'aussi complexe, on peut dire, chez la personne adulte. Les prémices de la théorie de l'esprit, c'est ça se voit dès 9 mois. On remarque que les enfants qui ont 9 mois, ils peuvent faire preuve d'attention conjointe. C'est-à-dire qu'ils vont porter leur attention sur un objet en ayant à côté d'eux un parent ou n'importe qui porte l'attention sur ce même objet. Et en faisant cela, non seulement ils portent attention à cet objet, par exemple un biberon, je sais pas quoi, mais ils savent en même temps que la personne à côté d'eux a le même processus. Et donc, c'est déjà quelque chose de savoir ça. À 18 mois, c'est le vocabulaire, en particulier le vocabulaire des émotions, avec les 6 émotions de base, que je ne peux pas citer, mais il y a la peur, il y a la colère, il y a la joie. Voilà. Un enfant de 18 mois, il peut comprendre son état d'esprit, il peut dire qu'il est triste, il peut dire qu'il est content, il comprend l'état d'esprit de l'autre, et il peut faire semblant. Ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose que les autistes ont du mal à faire, on verra après. C'est-à-dire qu'il peut faire semblant d'être un super-héros, ou il peut être papa, ou il peut être quelqu'un d'autre. Et pour faire ça, il faut savoir se mettre dans la peau de papa ou du super-héros, et imaginer ce que le super-héros ou papa pense. Parfois papa est le super-héros, parfois pas. Et à 3-4 ans, c'est vrai que la théorie de l'esprit est déjà bien formée. L'enfant de 3-4 ans, il distingue le mental du physique, il sait que c'est pas la même chose. Il comprend que l'état d'esprit, c'est quelque chose qui est inductible. Quand il voit que quelqu'un fait un cadeau à quelqu'un d'autre, un acte comme ça induit un état d'esprit. Là, ce sera la joie, par exemple.
Et il peut expliquer des événements, des courtes histoires par justement des pensées, des désirs, des états d'esprit. Ok, donc on a vu chez l'enfant, maintenant chez la personne âgée. J'avais fait un petit suspense, mais c'est pas grave. Allons-y. Qu'est-ce qu'on peut imaginer chez la personne âgée? Est-ce que la personne âgée, elle est capable de savoir ce que pense son petit-fils ou ressentir les émotions ou alors non? Tu vois, c'est notre grand-mère. Et oui, alors la réponse, c'est que plutôt oui. On avait fait la différence entre théorie de l'esprit cognitive et affective. La théorie de l'esprit affective, elle est normale quand on la teste. Comme chez des sujets sains et de jeunes. Alors que la théorie de l'esprit cognitive, elle est altérée. Et l'explication qu'on peut avoir à ça, si on se souvient des 3 prérequis à la théorie de l'esprit qui sont le langage, la mémoire et les fonctions exécutives, on peut imaginer que les personnes âgées ont une mémoire de travail et des fonctions exécutives altérées. Et que donc ça altère leur théorie d'esprit cognitive. Voilà, c'est ce que j'avais écrit là. On peut passer. Comment? Alors voilà, donc on a vu ce que c'était que la théorie de l'esprit, comment ça évolue avec le temps. Mais en pratique, comment on fait pour évaluer si quelqu'un a une bonne théorie de l'esprit, à part juste en discutant avec la personne. Et donc il y a des tests qui sont bien encadrés. Il y en a de 3 types, peut-être que je me trompe, mais il y a les tâches d'attribution d'états mentaux. Et alors, pour les théories de l'esprit épistémiques, c'est-à-dire cognitives, ce sont des tâches, des tests de fausses croyances. Il y a un exemple si on passe sur la diapo d'après. Là, c'est Maxime qui range le chocolat dans le placard vert. Pendant qu'il s'absente, sa mère prend le chocolat, le met dans le placard bleu, et on a Maxime qui se retrouve devant un placard vert, un placard bleu. Et la question c'est, où est-ce que Maxime va aller chercher le chocolat? Et pour répondre à cette question, il faut imaginer, il faut savoir que Maxime va se dire... c'est le vert. C'est le vert. Il faut se mettre à sa place, il faut savoir ce qu'il pense. Et donc par exemple, les enfants qui ont... les enfants avant un certain âge, ou les personnes qui ont des pathologies qui altèrent leur théorie d'esprit, ils vont se tromper, ils vont dire non, le chocolat il est dans le placard bleu, il va le chercher dans le placard bleu. Voilà, ça c'est le test de fausse croyance, le classique. Non, attends, on peut revenir. Bon, les autres tests, je les explique vite fait. Théorie de l'esprit affective, là on va plutôt montrer des vidéos ou des photos, on va montrer quelqu'un qui sourit, on va dire qu'est-ce qu'il ressent, la joie, etc. etc. Tâches d'attribution d'intention, on passe. Et les tâches mixtes, faux pas social, c'est des tâches un peu plus complexes, qu'il faut appeler, on dit mixte parce que on va tester les deux, on va tester et la théorie de l'esprit cognitive, épistémique, et la théorie de l'esprit affective, en racontant une histoire où quelqu'un fait une maladresse en société, il dit quelque chose de vexant, il dit à quelqu'un qui l'invite chez lui que les rideaux sont laids, ou je sais pas quoi, et la tâche c'est d'expliquer pourquoi c'est une maladresse. Donc pour ça il faut recontextualiser les choses, savoir ce que chaque protagoniste pense et savoir en quoi ça peut être blessant de dire ça. Là, on passe encore. Les pathologies, on va passer vite fait, mais l'autiste, évidemment, quand on pense à la théorie de l'esprit, on pense à l'autiste qui est... on a l'image de l'autiste renfermé sur lui et qui a du mal à savoir pourquoi telle personne fait tel geste ou pourquoi il s'adresse à lui, quelles sont ses intentions. Et on remarque que chez les autistes ont du mal à accéder à leur propre état d'esprit, ils ont du mal à savoir, à connaître leurs émotions, ça c'est déjà un point, et qu'ils ont aussi, on remarque qu'ils ont du mal à jouer à être quelqu'un d'autre. TDAH, ça veut dire trouble déficit attentionnel et avec hyperactivité, c'est les enfants qui n'arrivent pas à se concentrer.
Et donc ils ont leurs fonctions exécutives qui peuvent être altérées. Et donc comme on a vu, les trois prérequis à la théorie de l'esprit, le langage, la mémoire, les fonctions exécutives, on imagine bien pourquoi elles sont altérées. Et alors aussi, bon, trouble du développement du langage, bah voilà, c'est le langage. La surdité, c'est intéressant, parce que dans l'étude que j'ai vue, il comparait les enfants sourds nés de parents sourds et les enfants sourds dont les parents sont bien entendants. Et les enfants dont les parents sont bien entendants apprennent le langage des signes beaucoup plus tardivement que les enfants qui ont eux-mêmes leurs parents sourds. Et on remarque que les enfants qui apprennent plus tardivement le langage des signes, qui est une forme de langage, eh bien ils ont une théorie de l'esprit qui est altérée. Parce qu'on a bien vu tout à l'heure que le développement de la théorie de l'esprit, c'est quelque chose qui se faisait très jeune. Voilà. Évidemment, il y a d'autres pathologies, schizophrénie, troubles de personnalité. Voilà. Et alors ça, c'est ma dernière diapo. Comment on peut faire pour, quelque sorte, aider quelqu'un qui a une théorie de l'esprit altérée. Quelqu'un qui ne comprend pas, qui a du mal à deviner ce qu'on pense, nos intentions, qui a du mal à comprendre ses émotions, qui a du mal à comprendre les émotions des autres. Alors déjà, la première chose, c'est de comprendre ce que c'est, que l'égocentrisme cognitif, c'est pas la même chose que l'égocentrisme moral. J'explique. L'égocentrique cognitif, c'est quelqu'un qui va penser, qui va se préoccuper de lui, mais qui ne va pas prendre en compte les autres, parce qu'il a du mal, parce qu'il peut pas, il peut pas comprendre ce que pensent les autres, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils ressentent, donc il y a quelque chose une capacité qui lui fait défaut. Et il faut bien se rendre compte que c'est pas la même chose que l'égoïste, qu'on a juste rien à foutre, et qui pense à lui. Et déjà se rendre compte de ça, c'est éviter tout un tas de mesures punitives ou d'exclusion des personnes qui ont une théorie d'esprit altérée. Après, il y a plein de techniques, ça c'est ce que j'ai mis dans stratégie environnementale, c'est-à-dire quelqu'un qui a une théorie de l'esprit qui est altérée, quand on va lui faire une blague par exemple, il ne va pas forcément comprendre que c'est une blague, et donc on peut dire écoute la blague que je vais te raconter, mettre des mots sur les choses pour que ce soit compréhensible, pour qu'il y ait moins de second degré, qu'il ait moins à faire des représentations cognitives qui peut rater et qui peuvent le mettre dans l'embarras. L'autre chose, c'est le am I right? C'est dans l'autre sens. C'est par exemple apprendre aux personnes qui ont un défaut de théorie de l'esprit à questionner les autres. Par exemple, ils pourront dire voilà, j'ai vu que ça, quand je t'ai dit ça, tu as arrêté de sourire, peut-être que c'est parce que je t'ai blessé en disant ça. Am I right? Et donc ça engendre une explication, et ça aide, c'est comme une rééducation. L'entraînement, c'est un peu ça, en famille, en thérapie, on peut apprendre aux gens à décortiquer certaines situations. Les scripts, c'est autre chose. C'est la notion pour les personnes qui ont une théorie de l'esprit altérée, par exemple certains autistes ou d'autres pathologies qu'on a vues tout à l'heure, à avoir comme des munitions, des tiroirs qui vont pouvoir mettre en œuvre dans des situations où c'est inconfortable, parce qu'ils ont un défaut de théorie d'esprit. C'est un peu la notion d'être, dans l'article il disait, un acteur à succès dans un monde qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que parfois, on accepte qu'on ne comprend pas, et il faut avoir des armes pour surmonter ces situations qui peuvent être embarrassantes. Et changer de rôle, c'est ce que proposait aussi le professeur de sciences du langage. C'est-à-dire que lui, il organise des ateliers où justement ils font des sortes de thérapies, où ils expliquent
des situations données de la vie quotidienne, avec on décortique les intentions et les émotions des autres personnes. Changer de rôle, c'est soi-même avoir une altération de la théorie de l'esprit et aider dans un atelier comme celui-là quelqu'un d'autre qui aurait la même chose. Voilà, mais ça tombe bien parce que c'est la fin. Ok, Bravo, ça tombe bien. voilà. En plus, c'est vraiment la dernière. Ouais, c'est la fin. Bon, bah, merci. Merci beaucoup.